Maintenant, je vais passer à James Sainz qui va présenter le deuxième intervenant, le docteur Daniel Linco. Merci, Jean-Eric. It's a real pleasure for me to introduce. C'est un plaisir pour moi de présenter Daniel Linco. Il a travaillé dans la photovoltaïque depuis 40 ans et il était directeur de l'Institut photovoltaïque de France pendant plusieurs années, jusqu'à tout récemment. Et cela a toujours été un plaisir pour nous de rencontrer Daniel dans son laboratoire et de participer dans les ateliers qu'il a animés et nous a vraiment régalé avec ses découvertes scientifiques et avec la gastronomie lorsque nous visitons. Il a toujours eu une passion pour la photochimie et cela le relie directement à la découverte initiale d'Edmond Becquerel. Sa présentation aujourd'hui est intitulée L'interprétation moderne de la découverte de l'effet photovoltaïque. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup, Jim. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous nous connaissons depuis très longtemps et grâce à cette conférence en ligne, il est formidable de pouvoir vous accueillir ici également. Je vais parler en français pour l'interprétation moderne de la découverte de l'effet photovoltaïque. Donc, mon exposé va être alors par où est-ce que je peux faire pour que ça passe? C'est où? C'est ici? Ah oui, je me mets comme ça, d'accord. On va y arriver? Voilà, c'est bon. Donc voilà, comme indiqué, je travaille à l'Institut photovoltaïque Île-de-France et vous trouvez le contact ainsi que l'email. Donc il y a une autre chose encore. Est-ce que je peux enlever les petites... J'ai des choses qui sont là, qui coupent tous les transparents à gauche, à droite. Voilà, super, très bien. Et ça, on va mettre... Voilà, je vois plus. Voilà. Donc, je vais commencer l'exposé par la reconnaissance historique de la découverte de l'effet photovoltaïque par Edmond Becquerel. Et je crois que c'est un point très important de montrer quand a eu lieu et quelles sont les conditions, comment s'est faite cette reconnaissance et où elle a été faite. Et la première chose, avant de démarrer l'exposé, j'ai pris un fil conducteur, je me suis dit, il faut faire les choses avec un exposé qui permette de voir un peu comment fonctionne le photovoltaïque également. Et donc, j'ai une devinette pour l'ensemble des participants, c'est quelle est la relation entre ces trois objets. L'objet de gauche, on appelle ça pour mesurer la force dans les foires foraines, et en fait, c'est une masse qui est amenée en bas et qui finalement va faire monter une bille de plomb jusqu'en haut de la tête de clown. Le deuxième objet que je vous propose de réfléchir, parce que je reviendrai sur ces questions durant l'exposé, c'est ce qu'on appelle en France un flipper. Et ma génération et les précédents ont eu beaucoup de plaisir. Et celui-là, il est intéressant parce qu'il s'appelle Voltaire. Et enfin, le troisième objet, c'est l'objet de la conférence présente, c'est un module, en fait, un module photovoltaïque au silicium. Alors, je commence donc la présentation par la partie reconnaissance. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1931, donc vous voyez les premières références à l'effet photovoltaïque, vous voyez qu'on a presque pris un siècle. Alors, La Nature, c'est l'ancêtre du journal qui s'appelle La Recherche en France, qui est une revue de vulgarisation scientifique de haut niveau. Et il y a un article, un article revu, comme on dit aujourd'hui, qui concerne les premières cellules photoélectriques, les cellules photo, s'il vous plaît, les cellules photoélectriques, les cellules photovoltaïques. Donc cet article est très intéressant parce qu'il fait le point sur, comme on dit en anglais, the state of the art. Et ce qu'on voit, c'est un petit passage qui m'a appelé beaucoup l'attention et qui va vous rappeler aussi ce qu'a dit Madame Blondel dans sa présentation. Je vous le lis.
On croit trop communément dans le grand public que les premiers effets électriques de la lumière ont été constatés en 1873 lorsque l'ingénieur anglais May, préparateur de Willoughby Smith, découvrit par hasard les propriétés photorésistantes du sélénium à la station télégraphique de Valencia. Il n'en est rien cependant, et l'on doit reconnaître, en ce qui concerne l'observation des premiers phénomènes photoélectriques, la priorité certaine du savant français Edmond Becquerel. Et là, on voit un peu toute cette ambiguïté qu'il a été oublié pendant presque un siècle, et en fait, la physique a redécouvert l'effet photoélectrique, et en fait, en oubliant Becquerel, pour privilégier finalement des systèmes qui sont tout solides, alors que Becquerel, c'était de la chimie un peu compliquée, de l'électrochimie. Et la conclusion est aussi très intéressante et prémonitoire. Au point de vue scientifique, il présente la particularité remarquable de transformer directement l'énergie lumineuse en énergie électrique, et alors là, c'est intéressant, et pourront peut-être quelques jours être utilisés comme générateurs de courant. Alors, il dit courant alors que c'est de la puissance, mais on se comprend. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que les Français se mobilisent un peu pour faire reconnaître Becquerel, mais de l'autre côté de l'Atlantique, Physical Review, qui est une revue extraordinaire et très, très, très réputée, en 1932, le titre, ils n'hésitent pas. The Becquerel Effect as a Special Case est un cas spécial de l'effet photoélectrique à barrière. Et cet effet photoélectrique a été découvert et mis en équation par Walter Schottky, qui est en 1930, vous voyez, ça n'a pas traîné, et vous voyez que immédiatement, Edmond Becquerel est cité, et je voudrais dire qu'il voit Whose formal, dont les similarités formelles avec la cellule de Becquerel, pratiquement immédiatement, suggèrent l'identité entre les deux, l'essential identity. Donc, il dit que c'est le même phénomène. Et ça, c'est quand même un point très important dès 1932. Ensuite, si on parcourt en 59, là, on est au début, vous voyez, le silicium est déjà parti, et on a The Photovoltaic Effect and its Utilization. Et Paul Rapaport, je crois me souvenir que c'est le premier récipiendaire du William Cherry Award décerné par les collègues américains. Il y a 100 ans que Becquerel a découvert qu'un photovoltaïque a été développé quand la lumière était dirigée à un ou l'autre des électrodes dans une solution électrolytique. Adams et Day ont été les premiers à l'observer dans une cellule solide au sélénium près de 40 ans plus tard. Et c'est vraiment le début de l'article en introduction. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans toute cette période, les gens connaissaient bien l'effet photovoltaïque associé à Edmond Becquerel. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que des gens comme Brattain et Garrett, qui sont à la Bell System Technology, utilisaient la méthode d'Edmond Becquerel pour caractériser les nouveaux semi-conducteurs, le germanium, le silicium, et toute la théorie en fait de beaucoup de diodes a été faite ce qu'on a appelé les diodes à l'eau, water diodes. Et en fait, il reconnaît le premier photovoltaïque fait à Edmond Becquerel, et en fait, il décrit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre aussi, finalement, ce qu'il montre en bas, c'est exactement ce qu'on trouve dans tous les livres de cours sur ce qu'on appelle les diodes Schottky, les barrières, les diodes à barrière. Et puis finalement, je vais arrêter ensuite avec cette chose, mais Martin Wolf, en 1972, effectivement, il n'y a aucun doute, il fait tout un historique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le silicium qui a été découvert par Berzelius, et ensuite, vous voyez que le photovoltaïque effect Becquerel, après, on passe à toute la photoconductivité, etc. Et on retrouve l'effet Becquerel en 1918 avec Goldman et Brodsky. Et vous voyez qu'en fait, il a sa place à deux endroits dans l'histoire du photovoltaïque. Enfin, et pour faire le lien avec le futur, en fait, il y a un article extrêmement important qui a été publié en 1972 dans le journal Nature. C'est pas le même Nature, c'est Nature anglo-saxon, qui est un ouvrage, un article séminal de Fujishima et Honda, et qui ont découvert qu'avec des photoélectrodes, on pouvait faire la dissociation de l'eau. Et donc, en fait, c'est une cellule Becquerel
qui photodissocient l'eau et c'est un problème extrêmement d'actualité. Je voudrais vous faire remarquer, regardez la figure qui est mise, elle ressemble beaucoup à la cellule Becquerel qu'a montré Jérôme Fatté précédemment. Et puis enfin, on trouve plus tard encore, en 1976, l'effet Becquerel, les effets Becquerel sur les solaires. Et là, ce qui est intéressant, et dans la conclusion, il apparaît que la cellule solaire Becquerel est capable d'obtenir des conversions des rendements of technological significance. Et ça, c'est très intéressant, c'est qu'en fait, on voit la perspective d'utiliser les cellules Becquerel du point de vue production de chimie ou d'électrochimie ou de courant et de puissance. Alors maintenant, regardons plus près l'article original d'Edmond Becquerel en 1839. Alors, si on regarde plus près, on constate que c'est un article qui a été publié dans la compte-rendu de l'Académie des sciences et on constate qu'il n'y a qu'un auteur. Et le mémoire s'appelle « Mémoire sur les effets électriques produits sous l'influence des rayons solaires » par M. Edmond Becquerel. Il n'y a pas d'ambiguïté, il est seul à signer, il signe de son nom, et c'est donc, du point de vue de l'attribution, clairement une découverte d'Edmond Becquerel. Et comme l'a montré Jérôme Fatté tout à l'heure, voilà les types de cellules qu'il utilisait à l'époque. Alors, point important, au paragraphe 2, on trouve des courants électriques développés par la décomposition du chlorure, du bromure et du iodure d'argent sous l'influence de la lumière. Et il explique d'ailleurs que c'était un très très bon chimiste préparateur, un excellent électrochimiste. Il fabriquait des couches de chlorure sur des lames de platine. Et en fait, il arrivait à faire une couche comme on fait aujourd'hui des produits couches minces. Et donc, je vous donne la découverte d'Edmond Becquerel. Quand il travaille avec des rayons rouges, orangés et jaunes, pas de courant. Et quand il monte vers l'UV, on voit que le courant monte et va jusqu'à 3 degrés et se stabilise à partir du bleu. Puis on regarde encore cette chose-là, on voit que c'est la découverte fondamentale, c'est vraiment la table fondamentale. Il conclut une chose étonnante, il dit qu'en fait, et là on retrouve ce qu'a dit aussi Jérôme Fatté, et il distingue vraiment très fortement les effets électriques et il dit ce n'est pas une origine calorifique. Et enfin, il dit quelque chose de très intéressant, et ça, on sent encore la personne qui veut mesurer quelque chose, la décomposition du chlorure, du bromure et de l'iodure d'argent sous l'influence de la lumière produit des effets électriques qui peuvent servir à déterminer le nombre des rayons chimiques actifs. Donc, il ne visait pas, à l'époque, évidemment, la production d'énergie, mais il visait un instrument. Et donc, point important, l'absorption de la lumière dans la GCL produit un courant électrique. Pour la première fois, on a la lumière produit un courant, et de mon point de vue, c'est la première découverte d'Edmond Becquerel. Voici l'actinomètre en photo qu'a présenté également Jérôme Fatté, je passe. Mais revenons maintenant sur l'interprétation. Alors, on va reprendre un peu les travaux de Becquerel avec son côté expérimental à gauche, et puis on va mettre à droite ça en termes modernes. On va d'abord commencer par se dire qu'est-ce que c'est que le vert, le rouge, le violet. Et pour cela, on sait qu'il existe des longueurs d'onde et que ces longueurs d'onde vont pour le visible de 400 pour le bleu, l'ultraviolet, jusqu'à 700 pour l'infrarouge. Donc, on est capable de repositionner les couleurs d'Edmond en termes quantitatifs qui sont des longueurs d'onde. Et ce qu'on s'observe finalement quand on place les choses en longueur d'onde, c'est qu'il n'y a pas d'intensité de courant jusqu'au moment où on va vers l'UV, et donc on voit clairement qu'il y a un effet de seuil. Et cet aspect d'effet de seuil est important, et je voudrais souligner, c'est exactement le type d'effet de seuil que l'on a observé des années après, avec la découverte par Hertz et Lénard du photoeffet, enfin des travaux de sortie dans les dômes. On a l'effet photoélectrique, merci. Donc en fait, on va donc aller plus loin. On se dit, mais finalement, on a le concept de photons. Et ce qu'a montré Einstein, c'est que les photons étaient liés à la longueur d'onde en inverse et qu'on exprime en énergie. Et le seuil de 500 nanomètres, environ 450, correspond à une grandeur d'environ 2,7 eV. Et ça, c'est ce qu'on appelle le seuil, comme pour l'effet photoélectrique. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la bande interdite du semi-conducteur. Donc, Edmond Becquerel, quelque part, a mis en avant l'analogue. Alors,
c'est pas exactement la même chose. Là, c'est entre deux niveaux. Autrement, c'était deux électrodes sous vide. L'analogue de l'effet photoélectrique. C'est intéressant à faire remarquer. Enfin, et maintenant, je vais venir dans la devinette. On va essayer de lier la devinette à ce qui se passe en réalité. Que fait-on? Que fait le Ford des Halles, comme on dit? Il a sa masse, il tape sur le... Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un peu la même chose qu'un photon quand il rentre dans un matériau. Le photon, il tape sur la masse et puis ensuite, il fait sauter la petite billette de plomb du niveau 0 jusqu'à un niveau, et s'il est très fort, il va aller jusqu'à la tête du clown en haut. C'est exactement ce qui se passe, sauf que la bille de plomb dans un matériau est remplacée par un électron qui, au départ, était bien à sa place, tranquille, cool, comme on dit en français. Il est tranquille en bas, et puis, sous l'action du photon, il prend l'énergie du photon, il la transforme en énergie électrique, et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente son énergie, souvenez-vous, en EV. Donc, finalement, il va monter son énergie à 2,3, 2,4, 2,5 EV, il prend l'énergie du photon. Ce qui est très important à voir, c'est que cet électron, l'énergie de l'électron, elle est sous forme d'électricité, parce qu'il y a une relation connue qui est E égale moins QV, et on voit donc que ça correspond à changer le potentiel de l'électron. Et donc, on voit quelque chose de très intéressant, c'est que la première action de la lumière sur un matériau est finalement une conversion énergie électromagnétique, énergie électrique, et là, on a le Ford des Halles, on a vraiment l'analogie. Et que fait l'électron à la fin? Comme pour la bille de plomb, il redescend tranquillement, il se recombine. Et je pense que voilà ce qui se passe. Dès qu'on l'a excité, comme on dit, on a créé un trou d'électrons et un électron, et il revient en émettant de la chaleur, de la lumière. Il y a même de la photosynthèse dans certains cas. Donc, très important, voilà, on a commencé à rentrer dans la maille de ce qu'est l'effet photovoltaïque avec le Ford des Halles. Et puis maintenant, le flipper. Alors, le flipper, il est intéressant parce que fait-on? On n'a plus maintenant le Ford des Halles avec la maille, mais on a un ressort. Et le ressort, il tape pareil sur une bille d'acier qui va monter. Cette fois-ci, elle va monter, elle va prendre de la hauteur. Et ce qui est intéressant, c'est que si on ne tape pas assez fort, eh ben, elle redescend. Tout le monde a connu ça. Et si on tape trop fort, ben, elle va tomber. Puis à un moment donné, elle a exactement une bonne énergie pour aller se mettre finalement à un niveau. Il y a une petite pente, là, elle peut sortir. Et elle va rentrer dans le flipper. Et à un moment donné, elle va travailler. Elle ne va pas perdre son énergie sous forme de chaleur et autres. Elle va transformer cette énergie potentielle en énergie mécanique et elle va faire tout ce qu'elle veut et elle va revenir à sa place. Et à ce moment-là, un autre photon, l'équivalent du photon, c'est le coup de ressort, qui le refait et le cycle continue. Donc, on voit une chose très intéressante, c'est que finalement, on va avoir un autre effet sur, on voit l'analogue de ces deux, on voit maintenant qu'on a pu transformer l'énergie en travail. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je me rends compte que j'ai pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, alors, donc en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on éclaire finalement le AGCL, on a un effet, on a deux niveaux d'énergie qui quelque part sont le niveau bas et le niveau haut, qui correspondent aux deux plaquets, aux deux taquets, comme on dit, où l'électron sort dans le flipper et il revient. Et là, c'est pas pareil. Là, on est avec des niveaux horizontaux et là, on est dans quelque chose qui correspond à la photographie. La photographie, qu'est-ce que c'est? C'est que ces électrons et ces trous vont, au lieu de redescendre dans le flipper, ils vont faire des réactions électrochimiques dans l'électrolyte. Et que se passe-t-il? Les électrons, ils ne demandent qu'une chose, c'est de réduire des ions Ag+, plus un électron donne Ag0. Et voilà la base de la photographie. Et en bas, que se passe-t-il? Les trous sont en fait comme des espèces très oxydantes. Leur potentiel est très positif, il est élevé. Eh bien, ils vont être capables d'oxyder des chlorures en chlore et même de faire l'oxydation de l'eau pour faire de l'oxygène. Et au final, finalement, on aura AgCl plus H nu, qui est le photon, va donner Hg plus 1,5 de Cl2. Donc finalement, on a créé de l'argent. Et regardez à droite ce qui se passe. On a formé des clusters d'argent dans la bande interdite, comme on dit, du matériau. Alors maintenant, on se dit, mais ça c'est bien, mais vous êtes bien gentil, là, vous êtes en train de me raconter la photographie, mais quelle relation avec Becquerel? Avec Becquerel, l'idée de base, il a mis sa couche sur du platine.
Et ensuite, il a mis cette couche de platine, il l'a mis dans une électrode avec une anode, etc. Et que se passe-t-il? Eh bien, il se crée une barrière qui fait que les deux planches de sortie sont inclinées. Et souvenez-vous que l'électron, il est chargé négativement. Or, il se passe un champ électrique à l'interface qui fait que les électrons vont aller dans le sens contraire du champ, donc ils vont aller réduire dans la solution, et là, ils vont aller oxyder les trous. Et vous voyez qu'on est capable maintenant de sortir une vraie cellule solaire, on sort le photocourant à l'extérieur grâce à ce mécanisme. Alors ça, c'est le cas numéro 1, je l'ai appelé le type 1. Maintenant, on va passer au cas numéro 2. On a une autre cas de figure. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que des auteurs, quand ils changent le métal, ils prennent du platine ou de l'argent, ils ont le cas 1 ou le cas 2. Et en fait, vous voyez, dans ce cas-là, les bandes, comme on dit, les deux planchettes sont orientées dans l'autre sens. Donc, le champ électrique, au lieu d'amener les électrons vers la solution, il les amène vers l'arrière. Et vous voyez, on a changé de sens. Et c'est un autre type, mais c'est aussi ça fonctionne aussi comme une cellule solaire et on observe une caractéristique courant en tension quand on la mesure. Il peut y avoir du rendement. C'est analogue à une cellule solaire qu'on appelle Schottky, tout solide. Donc voilà la situation. Et alors dans la vidéo de témoignage de Dick Swanson que vous pouvez trouver, il montre qu'il y a eu des vraies cellules Becquerel faites avec de l'oxyde de cuivre et il dit, regardez, il a de la tension, il a du courant et il met en bas que finalement le rendement c'est 0,0024. Et donc aujourd'hui, on a fait 10 000 fois mieux avec les cellules au silicium. Donc voilà la situation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout ce travail se retrouve dans les publications les plus avancées, notamment un travail ici de Martin Lantz, David Church et John Calzaferi, que j'ai connu également à une époque quand je faisais beaucoup d'électrochimie ou de photoélectrochimie. Et là, en fait, il y a toute une description. Donc, ce que je viens de vous raconter, il voit qu'en fait, il est capable de photooxyder l'eau sur des électrodes AGCL qui sont sur de l'oxyde d'étain. Et regardez en bas. En bas, vous avez le courant. Alors, vous voyez, c'est des tout petits courants, c'est des micro-ampères. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il montre quand il allume la lumière, le courant monte. Quand il l'éteint, le courant descend. Et il voit aussi que ça correspond à la production d'oxygène. Et sur la droite, vous avez ce qu'on appelle un diagramme énergétique où on fait figurer les positions. Et là, on est vraiment, et on montre que là, on est bien placé, un peu, vous voyez, comme le flipper, les électrons sont capables de faire la réduction des protons et de l'autre et du Ag, et les trous sont capables d'oxyder l'eau. Voilà, il y a des travaux très intéressants qui sont faits. Alors donc voilà, la situation est la suivante. On a pu comprendre l'attraction foraine qui finalement transformait le maillet, qu'on peut dire que c'est le photon. Non, le maillet, c'est le photon. Le personnage ici, le fort des Halles, comme on dit en français, c'est le soleil. Et le matériau, c'est la partie avec le clown en haut. On est passé à la cellule de Becquerel où il a fait la même chose avec l'électricité et les photons. Ensuite, on a les cellules solaires au silicium à partir de 1954. Et aujourd'hui, on a les cellules à colorant. Vous avez un très bel exposé de Michael Gretzel aussi dans les testimonies. Et les perovskites, cet après-midi, vous allez voir l'avancée fulgurante. Et ce qui est intéressant, c'est que les perovskites, c'est des iodures, des bromures et des chlorures. Donc, c'est le retour des matériaux de Becquerel. Et donc, Becquerel, d'une certaine mesure, il a fait pas mal de contributions. La lumière qui donne l'électricité, quelque chose qui est analogue à l'effet photoélectrique, la découverte bien sûr de l'effet photovoltaïque, mais des cellules photoélectrochimiques et aussi des semi-conducteurs halide, c'est-à-dire des halogénures. Et donc, je vous remercie pour votre attention et j'ai une petite pensée pour le flipper Voltaire. Merci beaucoup. And thank you very much, Danielle. I don't think we have Merci infiniment, Daniel. Je ne pense pas qu'il y ait de questions de la part du public à ce stade, mais plusieurs personnes souhaitent vous remercier de cette analogie. On aime beaucoup votre homme fort, on aime beaucoup le flipper, excellente métaphore. Vous nous avez bien régalé de ces histoires, tout en illustrant parfaitement l'effet photovoltaïque. Un grand merci et nous allons maintenant passer à l'intervenant suivant. C'est moi qui vous remercie, dit Loretta.
Voilà, merci beaucoup pour cette présentation.